Donc nous sommes tous ici devant vous. Elisabeth Pelcé, qui est magistrate, Henri Rousseau, directeur de recherche émérite au CNRS, et puis Lucie Vouzelot, qui peut-être, comme certains d'entre vous, est professeure d'histoire-géographie et qui a rejoint donc l'équipe du musée mémorial. C'est une présentation qui va être riche de la projection d'un petit film, et puis également ça va être l'occasion pour Lucie de vous présenter aussi un outil qui est déjà en ligne, qui est le site internet du musée mémorial, qui est à la fois une présentation mais aussi déjà un outil, et je dirais même un outil collaboratif, comme nous allons pouvoir l'expliquer tout à l'heure avec Lucie. Voilà. Écoutez, voilà, on va démarrer. Donc, encore une fois, bonjour à tous et à tous, et merci de votre présence nombreuse. Cette conférence est enregistrée, donc je tiens à le préciser pour celles et ceux qui souhaiteront prendre la parole ensuite. Un moment important de présentation pour l'équipe du musée mémorial. C'est un moment qui est conçu comme une présentation au public, mais aussi comme un moment de citoyenneté, de rencontre et d'échange. Un mémorial pensé par les vivants, pour les morts, pensé par les survivants, pour les morts des attentats terroristes en France, et pour les Français morts dans les attentats à l'étranger. On parle bien de musée mémorial, donc d'un mémorial, mais aussi bien sûr d'un musée d'histoire, d'un musée de société sur l'histoire du terrorisme pour tous les publics, et puis bien sûr aussi pour nos enfants, pour les publics scolaires. Je vous propose de revenir peut-être en quelques mots sur la genèse de ce projet. Un projet évoqué en France dès 2017, 2 ans après les attentats de 2015. C'est un projet de musée mémorial dont le cahier des charges a été fixé par une lettre de mission par la présidence de la République, une lettre de mission adressée à Henri Rousseau le 15 juin 2020. Et c'est à ce moment-là que Henri Rousseau la reçoit, ayant été nommé président de la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme. Alors, Henri Rousseau est historien, il devient donc président de cette mission. Elisabeth Pelcé est magistrate, elle devient directrice de cette mission. Et ils ont donc travaillé main dans la main tous les deux pendant 2 ans. Pour présenter 2 ans plus tard, le 11 mars 2022, lors de la 3e journée, et c'est important, c'était la 3e journée d'hommage national aux victimes du terrorisme. C'est à ce moment-là que ce projet à la fois scientifique et culturel du musée mémorial a été présenté devant les chefs d'État et de gouvernement européens réunis à Versailles au moment de la présidence française de l'Europe. C'est un projet au centre duquel se trouve donc le mémorial aux victimes. Et c'est pour cela que les associations de victimes sont étroitement associées pour penser ce mémorial, pour peut-être coproduire ce mémorial. Et nous y reviendrons largement. Ça fera peut-être d'ailleurs l'objet de certaines de vos questions. Alors, avant de vous présenter au mieux le musée mémorial du terrorisme et de répondre à toutes vos questions, nous vous proposons de vous présenter un petit film qui situe à la fois le site architectural qui a été retenu pour construire ce musée mémorial, mais aussi bien sûr les enjeux fondamentaux de ce projet. Voilà, donc je laisse Henri Rousseau à la manœuvre pour lancer ce film. Okay, très bien. Bonjour à tous. Je dois appuyer quelque part, je ne sais plus. Voilà. Peut-être le temps que Henri justement règle ses problèmes techniques, j'avais envie de donner la parole, avant de regarder ce film, à Lucie Vouzelot, qui est professeure d'histoire et de géographie. Et j'avais envie de lui demander tout simplement pourquoi elle avait choisi de participer à l'élaboration de ce musée mémorial.
Merci Valérie. Je vais essayer de ne pas être aussi long que le professeur en salle à Logrin vendredi soir, on s'est demandé à un moment donné si c'est lui qui ferait la conférence inaugurale à la place d'Annette Vievorka. Je pense que vous pouvez vous approcher encore un petit Alors, il ne faut pas que ça résonne trop après. C'est bon comme ça. Alors oui, moi je suis professeure d'histoire-géographie. J'ai enseigné 15 ans dans l'Académie de Versailles en collège et en lycée. Et en tant qu'enseignante, on a parlé beaucoup d'identité plurielle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans les conférences cette semaine. Cette question du terrorisme, évidemment, c'est une question qui est particulièrement sensible et qui est venue heurter, on va dire, plusieurs de mes identités, professionnelles d'abord. Quand j'ai commencé à enseigner, pourtant c'était dans un lycée du centre-ville de Paris, Victor Duruy, dans le 7e arrondissement, et pourtant l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale, en particulier de la Shoah, en fait, m'avait fait prendre conscience qu'il y avait une forte charge mémorielle, émotionnelle particulière, et qu'il fallait peut-être appréhender cette question autrement. Et c'est tout de suite, j'ai amené les élèves au musée d'art et d'histoire du judaïsme, et puis très vite, je suis passée par la pédagogie de projet, pédagogie de l'intelligence, selon Philippe Mérieux, pour essayer justement, avec le regard de l'artiste, le regard tiers, et puis l'accompagnement de structures culturelles, travailler des questions qui pouvaient être un peu difficiles. Et puis je me suis formée, mémorial de la Shoah aussi, formée à l'éducation artistique et culturelle. Et puis, alors, il y a, ça c'est un peu, du moins, ce parcours d'enseignante, il y a aussi l'identité de citoyenne en tant qu'enseignante qui rencontre cette identité professionnelle. Être enseignant, c'est vouloir être utile à l'apprentissage de la citoyenneté, permettre aux élèves de développer un esprit critique. Et l'école est ce lieu-là, justement, où on peut, comme disait Kamel Chaban, c'est un des enseignants qui a travaillé avec nous sur le projet Faire face au terrorisme, élever les élèves. On le prend là où il est, puis on l'élève. Et donc l'école, elle est capable aussi de tout entendre. Or, cet enseignant que j'ai été, comme beaucoup d'autres ont été, et vous, j'imagine aussi, bousculé, bouleversé dans ces pratiques par les attentats. En 2012, j'étais en classe avec mes élèves et on était en train de faire une séance sur l'éducation média à l'information, quand on a eu la nouvelle de l'école aux Zaratora qui était visée par un acte terroriste. En janvier 2015, quand j'ai appris l'attentat contre Charlie Hebdo, j'étais à la Maison du Geste et de l'Image, en train de travailler aussi sur un projet avec les élèves autour de l'image. Et puis, évidemment, il y a l'assassinat de Samuel Paty en 2020 qui vient bousculer l'enseignante de l'Académie de Versailles d'histoire-géographie, était référent culture aussi. Donc là, il y a un effet de proximité particulièrement fort. Et donc, quand ce projet, quand je vois cet appel à candidature, le contenu de ce poste et de cette mission vient rencontrer finalement ce à quoi je me suis un peu formée et auquel je m'ai été confrontée ces dernières années. Et donc, c'est l'idée de rencontrer un champ de recherche vierge, parce qu'en tant qu'enseignante, j'ai été moi-même un peu démunie face à cette question, et comment retrouver des élèves juste après l'événement, comment en parler plus tard, comment travailler sur la question du terrorisme. Et donc voilà, c'est une aventure qui m'apparaissait passionnante et qui l'est toujours, qui est en plein cœur de la recherche et qui permet de travailler aussi à accompagner des enseignants sur ces questions-là. Voilà. Et j'ai été un petit peu... Merci Lucie, une aventure commune avec Elisabeth Balvez, avec Henri Rousseau, à qui je cède la parole pour présenter ce petit film. Et puis bien sûr, après ce petit film, avec Henri, nous allons pouvoir revenir sur la définition même et les fonctions de ce musée mémorial. Alors, d'un mot très bref, bonjour, d'un mot très bref, c'est un film que nous avons réalisé l'an dernier dans le cadre de la Journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme. C'est un film très court, de 4 minutes, qui a l'avantage de présenter à la fois le site, qui est tout à fait exceptionnel, on y reviendra, c'est un site classé monument historique, c'était un des fleurons de l'architecture contemporaine française, et en même temps, ça permet de balayer l'ensemble des problématiques que couvre le musée mémorial, et c'est une forme d'introduction à la discussion, voilà, en espérant que ça marche. Voilà. Hop. Le projet de création d'un mémorial du terrorisme en France sera mené à son terme. Se rappeler, se recueillir, pour faire histoire aussi. La France a l'ambition de construire un mémorial et un musée du terrorisme. Un mémorial parce que ce qui a été fait pour les guerres du passé, notamment les guerres mondiales et les génocides,
Ce devait être fait. On va essayer de passer, par le site. Le film est, de toute manière, nous avons plusieurs versions qui sont visibles sur le site internet du musée mémorial. Le projet de création d'un mémorial du terrorisme en France sera mené à son terme. Se rappeler, se recueillir, faire histoire. La France a l'ambition de construire un mémorial et un musée du terrorisme. Bon, écoutez, je crois qu'on va laisser tomber. Excusez-nous, parce qu'on a fait des essais tout à l'heure. Mais... Si je peux me permettre, je proposerais juste de laisser tourner peut-être les images sans le son, si c'est possible de couper le son. C'est très important de montrer le site. Un mémorial, parce que... Je suggère cela, voilà, que l'on voit quand même les images pendant qu'on en parle. Si vous êtes d'accord. Comme ça, il y aura les images du site quand même. On peut même regarder ensemble un petit peu et... C'est vrai qu'on a des sous-titres en anglais, que tout le monde comprend peut-être. Ouais. Non, mais là, on peut le présenter, on peut y aller. Mais c'est intéressant de voir les images, je pense, quand même, pour les gens. Donc voilà cette présentation que vous pourrez vous-même visionner ensuite sur le site du musée mémorial. On va peut-être commencer avec Henri Rousseau, justement pour revenir sur le fondement même de ce musée mémorial. Quelle en est l'idée et son caractère inédit. Je me souviens d'une parole de victime qui est dans un fauteuil roulant et qui parle de nécessité d'avoir une réponse, de mettre du sens sur ce qu'il s'est passé. Donc c'est sans doute une dimension aussi du projet, et un projet double, hein. On parle bien de musée mémorial. Donc du coup, j'ai envie de vous demander, Henri, quelle unité donner à ce projet quand il y a deux fonctions distinctes, d'où le titre de la table ronde. Oui, alors je vais revenir quand même très très rapidement sur la genèse pour qu'on comprenne un peu le projet, puisque en fait, à cette table, il y a la personne qui a initié tout ce projet, qui est Elisabeth Pelcet, qui à l'époque était déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, on est en 2017-2018, qui est chargée par le président de la République de réfléchir à une politique de mémoire envers les victimes du terrorisme, qui jusque-là n'avait jamais été pensée à un niveau national, notamment sur la question des commémorations, sur la question des lieux ou des mémoriaux, qui étaient en général des lieux privés créés par des associations. Et donc, dans ce dispositif qu'elle va imaginer avec l'aide d'un comité mémorial, qui est une sorte de grand conseil scientifique, elle va préconiser toute une série de dispositions qui paraissent d'ailleurs, au fond, assez naturelles dans ce qu'est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle une politique publique de mémoire, un terme qui n'existait pas il y a 20 ans. On est vraiment dans des choses très, très contemporaines. Et parmi ces dispositifs, il y avait la création d'une journée nationale, une commémoration spécifique, qui est donc la journée du 11 mars, qui fait référence à l'attentat du 11 mars 2004 en Espagne, et qui est en même temps la date retenue par l'Union européenne comme une commémoration européenne des
en hommage aux victimes du terrorisme, qui donnait tout de suite la mesure du problème. La question du terrorisme n'est pas une question nationale, c'est une question internationale. C'est pour ça que notre projet, d'entrée de jeu, s'est placé sur un mode à la fois national, bien sûr, européen et international. Et donc, d'entrée de jeu aussi, la question s'est posée, faut-il simplement créer un lieu de mémoire, pour dire les choses simplement, un lieu d'hommage aux victimes, un lieu national, j'insiste sur ce terme, ce qui était une nouveauté en France, il n'y en avait pas, ou fallait-il faire autre chose? Et d'entrée de jeu, encore une fois, on a considéré que le terrorisme était à la fois un phénomène extrêmement prégnant dans nos sociétés, qui avait touché la France et qui touchait de manière très régulière. Pratiquement, il n'y a aucun pays qui échappe à ce phénomène aujourd'hui dans le monde. C'était malgré cela, malgré sa prégnance, malgré l'impact qu'il pouvait avoir sur nos vies, sur notre quotidien, était un phénomène relativement mal connu. Et donc c'est pour ça que tout de suite a été pensé en même temps que le mémorial, en même temps que le lieu de mémoire, un lieu d'histoire, voilà, pour dire les choses un peu simplement. J'ai utilisé souvent une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour ma part, pour avoir pas mal travaillé sur les questions de mémoire, je pense que lorsqu'un État, lorsqu'on met en place une politique publique de mémoire, l'objectif fondamental, c'est un objectif de reconnaissance. Ce n'est pas un objectif de souvenir, c'est un objectif de reconnaissance. Ça veut dire que l'État, à travers toute une série de dispositions, de discours, ici on n'a pas entendu, mais il y avait le président de la République qui s'exprimait le 11 mars 2020 donc, sur la question des victimes du terrorisme, nous avons une acte de reconnaissance de ce que les victimes ont enduré. Et c'est d'autant plus important dans le cas du terrorisme que les victimes du terrorisme sont rarement des victimes pour elles-mêmes. Lorsque les fusillades du Bataclan ou au stade de Saint-Denis ou dans d'autres lieux en France, les gens qui sont visés le sont à la fois de manière directe, c'est eux qui sont visés, c'est eux qui vont être tués ou blessés, mais ce qui est visé derrière, c'est autre chose, c'est l'État, c'est la nation, c'est le pays, ça peut être un groupe particulier, les juifs, les musulmans, etc., etc. Et donc il est très important que cette forme de reconnaissance par la nation s'exprime au niveau national, surtout qu'il y a dans l'histoire récente, et c'est même la caractéristique de l'histoire du terrorisme, un archipel d'événements, parfois extrêmement importants par leur importance. Le 11 septembre, bien sûr, parfois ça concerne une personne, l'assassinat du père Hamel, c'est une personne qui est tuée à un endroit particulier, Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc voilà, le projet au départ du mémorial, c'est cela, et en même temps le musée, c'est de dire il faut un lieu, il faut qu'il existe un lieu, qu'il y soit attenant, ce ne sont pas deux choses séparées, qui permettent de prendre la mesure de ce qu'est ce phénomène. Et c'est pour ça qu'on a conçu dès le départ, donc voilà, c'est l'idée du musée mémorial, un lieu qui sera à la fois un lieu de recueillement, un lieu de visite, puisqu'il y a, nous sommes en train de mettre en place une exposition permanente, laquelle est consacrée à la fois à l'histoire du terrorisme, à la question de la spécificité ou de la singularité des victimes du terrorisme, qui posent des problèmes particuliers, des problèmes à la fois juridiques, psychologiques, culturels et autres. Et puis nous avons aussi un aspect dans cette exposition permanente auquel nous tenons beaucoup, qui était même l'un des éléments centraux du projet à l'origine. Comment les sociétés qui sont touchées par le terrorisme réagissent-elles? Quelles sont les conséquences, quels sont les effets du terrorisme sur nos vies? Ça va à la fois des questions géopolitiques, bon, c'est presque une évidence bien sûr, hein, la présence de la France dans tel endroit du monde, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe au Mali, a évidemment partie liée avec l'histoire du terrorisme, mais en même temps notre quotidien a été bouleversé par l'histoire du terrorisme. Que ce soit, on prend toujours les mêmes exemples, mais parce qu'ils sont extrêmement parlants, l'architecture urbaine a changé, les poubelles à Paris, enfin partout, il n'y a pas qu'à Paris, mais partout ont changé, la manière d'entrer dans un lieu public, dans un magasin a changé, prendre l'avion aujourd'hui, des millions et des millions de voyageurs enlèvent leurs chaussures à cause d'un attentat raté, où le terroriste a essayé de faire passer une bombe à l'intérieur des semelles de ses chaussures. Donc on est là véritablement dans un phénomène qui est à la fois massif, qui nous touche dans ce qu'il y a de plus immédiat, encore une fois, à notre quotidien, avec en plus un risque qui est un risque constant. Nous sommes à l'heure actuelle en France dans un risque, on va dire, relativement élevé. Je n'invente rien, on le sait par toute une série de déclarations publiques. Et donc l'idée d'un musée attenant au mémorial
dans le même ensemble que le mémorial, c'est un lieu où on puisse prendre un minimum de distance avec cet événement. L'objectif, je ne sais pas si nous allons l'atteindre, mais en tous les cas, c'est notre horizon, c'est notre objectif, c'est de dire, dans cet endroit, on peut au moins, pendant les 1 heure, 2 heures, le temps de la visite, prendre du recul avec la sidération. L'attentat terroriste a cette particularité, qui le distingue d'ailleurs d'autres formes de violence, a cette caractéristique, il a plusieurs caractéristiques, mais l'une de ses caractéristiques majeures, c'est par sa violence soudaine, brutale. On parle, nous, de violence de guerre en temps de paix. On fait référence notamment aux attentats récents en France. Il y a de la violence, il y a une forme de terrorisme aussi de guerre. Bon, on pourra y revenir. Mais là, pour une violence extrême en temps de paix qui va bouleverser une situation, on va dire, de la normalité, le premier mot qu'on emploie tout le temps, ça a été employé constamment à propos du Bataclan, ou pour ne pas citer aussi le 11 septembre, c'est la sidération. Or, l'un des objectifs, en tous les cas, l'un des effets des phénomènes de sidération, c'est qu'on ne pense plus. On est littéralement pris, paralysé par l'événement, par les images. Voilà. L'idée d'un musée, c'est aussi simple que ça, c'est de prendre, encore une fois, un peu de recul. Puis il y a une troisième fonction, qui est une fonction, comme tous les musées, notamment tous les musées d'histoire, de sensibilisation, de transmission. Ce sera un lieu, évidemment, d'accueil des scolaires. C'est notre premier public, d'une certaine manière, le public scolaire. Ce sera un lieu d'accueil des associations de victimes, on y revient. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu où, enfin je termine là-dessus pour un premier point, c'est un lieu où toutes les questions que pose ce phénomène, qui est le terrorisme, sont ouvertes. Aucune de ces questions n'est fermée et nous n'avons pas de réponse définitive à la plupart des questions que nous nous posons. Et justement, c'est très très intéressant de voir que Henri Rousseau, donc grand spécialiste de la mémoire, je fais référence notamment à son livre Face au passé, qui est un essai sur la mémoire contemporaine, en quelque sorte riche de cette expérience historienne, s'approche, fait face du coup à ces questions citoyennes, fait face aux victimes et donc change de place et notamment échange avec d'autres équipes, avec Elisabeth bien sûr et Lucie, mais échange aussi avec d'autres équipes qui se sont attelées à cette question. Alors c'est bien sûr l'équipe de Ground Zero aux États-Unis, ce sont les expériences aussi des musées du terrorisme en Norvège et en Espagne, qui eux sont liés plutôt à un attentat en particulier. Donc j'avais envie de savoir aussi de quelle façon vous travaillez, vous pensez, vous réfléchissez avec ces autres équipes dans le monde qui vivent des expériences différentes, mais qui peuvent aussi vous nourrir. Alors oui, dès le départ, lorsque le président de la République me confie cette mission, musée mémorial et terroriste, c'est quand même, je ne suis pas dans la sidération, mais dans une forme vraiment d'étonnement, mais qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi vais-je m'appuyer? Bon, j'ai un peu l'habitude des musées d'histoire, j'ai participé à la création de quelques-uns, j'ai été dans de nombreux conseils scientifiques, mais là, la première chose vers laquelle je me suis tourné, existe-t-il d'autres exemples dans le monde de musées mémoriaux du terrorisme? Alors, des mémoriaux du terrorisme, vous en avez quasiment partout. Des attentats, il y en a eu partout, de toutes sortes, bon, c'est une banalité. Des musées, il y en a très peu. On en a recensé, au jour d'aujourd'hui, il y en a à peu près une demi-douzaine. Il y en a 2 très importants aux États-Unis, celui de l'attentat du 11 septembre, un autre musée qui est en fait le premier du genre, le premier à avoir été conçu autour d'un attentat terroriste, c'est le musée d'Oklahoma City, et qui était un attentat de 1995, qui était un attentat d'extrême droite, qui a été extrêmement meurtrier, qui a fait 195 morts, et c'est le premier exemple de musée consacré à un acte terroriste, exclusivement consacré à un acte terroriste. Il y a d'autres exemples, vous avez 2 mémoriaux en Norvège qui commémorent l'attentat du 22 juillet 2011, qui s'est à la fois déroulé à Oslo, qui a fait exploser, une camionnette a explosé près d'un centre gouvernemental, faisant 7 victimes, et surtout le massacre commis par le même terroriste d'extrême droite, là encore, sur l'île du Toya. Et donc là, vous avez là aussi des mémoriaux et une forme de musée. Il n'y a qu'un musée aujourd'hui qui est consacré à la question du terrorisme à proprement parler, c'est le musée de Vitoria-Gasteiz, qui est un musée au Pays Basque, c'est la capitale du Pays Basque, mais qui est essentiellement centré sur la question du terrorisme basque. Un musée consacré au phénomène terroriste dans son ensemble, concernant non pas simplement un pays, mais si on va dire le monde dans son entier, il n'y en a pas.
Et donc de ce point de vue-là, le projet français est un projet complètement inédit. L'originalité, c'est que la plupart des musées que je viens de vous citer portent sur un attentat. Donc avec un périmètre, une géographie, une temporalité extrêmement précise. Ou alors sur une région ou un type d'attentat. Le projet français porte sur toutes les formes de terrorisme. D'abord parce que la France a été touchée par toutes les formes de terrorisme. Terrorisme politique, d'extrême gauche, d'extrême droite, le terrorisme de type régionaliste avec les Basques et les Corses, le terrorisme de type basque ou de type corse, évidemment le terrorisme djihadiste et même le terrorisme d'État, puisque la France a été victime de formes de terrorisme d'État, notamment par la Libye ou par l'Iran. Donc nous avons là un panel d'expériences terroristes qui nous oblige à prendre en compte une diversité de situations. Et encore, pour le dire d'un mot, l'originalité de ce musée, c'est qu'il porte sur le processus, sur le phénomène terroriste, et non pas sur, encore une fois, un acte précis. Ce qui le rend à la fois, ce qui rend la tâche un peu difficile, mais ce qui, en même temps, lui donne en partie son attractivité. Et pour ce faire, nous avons, alors bon, là je vais très vite, tous les musées que je viens de citer, nous travaillons avec eux, nous nous inspirons de leur manière de faire. La principale difficulté, enfin je le dis d'un mot, n'est pas tant de parler de ces attentats, mais c'est comment est-ce que vous montrez la violence, comment est-ce qu'on expose ces actes de violence. Nous avons des sources, nous avons des images, nous avons beaucoup de choses, beaucoup plus même que ce qu'on imaginait au départ, on en dira un mot tout à l'heure. Et donc la principale difficulté, c'est comment les montrer. Comment faire tenir une sorte d'équilibre entre d'un côté la nécessité de faire face, c'est-à-dire de ne pas refuser ce qui est un acte de violence et qui a meurtri, donc de ne pas être dans une forme d'euphémisation, et comment en même temps éviter, c'est l'autre aspect, le caractère scandaleux, spectaculaire qui peut exister et qui est l'un des risques qui se pose à la plupart des musées d'histoire qui travaillent sur des phénomènes de violence. Voilà, bien sûr, et bien sûr, c'est toute la question de la place des victimes aussi dans le projet. Elisabeth Pelcé. Vous avez une phrase, par exemple, dans un des films de présentation, vous dites il faut que chacun soit touché, soit concerné par cette histoire, ce sont vos mots. Est-ce à dire que dès le départ, vous avez pensé ce musée dans le cadre d'un travail collaboratif avec les associations de victimes, et puis de quel ordre et l'échange, parce qu'on voit bien le trajet que fait l'historien vers cette fonction de curateur, penseur de musée. Vous-même, en tant que magistrate, quel trajet vous faites en direction de ces associations de victimes pour ce projet? Alors en fait, c'est un trajet qui se caractérise par plusieurs étapes. La première, c'est en 2017, en fait, l'idée de réfléchir à la mémoire vient à la fois de la demande de la présidence de la République, mais surtout d'une conversation avec un président d'une association, Life for Paris, qui dit, bien que nous soyons 2 ans après les attentats de novembre 2015, nous avons besoin, collectivement, de réfléchir à la mémoire de ceux qui sont disparus, mais aussi des survivants. Et donc, avec la réunion d'un comité mémoriel, les associations sont auditionnées et elles donnent chacune leur point de vue sur la création d'un lieu de mémoire et sur d'autres aspects de la politique de mémoire, que ce soit la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme, le fait qu'il y ait une journée consacrée de manière nationale en hommage aux victimes du terrorisme, ou encore que, par exemple, on insère dans les programmes d'histoire l'enseignement du terrorisme. Et elles sont associées dans un premier temps par des contributions que font les associations. Et ensuite, quand on crée véritablement le groupement d'intérêt public qui va parvenir à la mise en œuvre de ce lieu de mémoire, elles sont toutes rassemblées et on fait le choix de vraiment regrouper toutes les associations de victimes du terrorisme dans un observatoire d'orientation, aux côtés des directeurs des grands musées dont on vient de parler, que ce soit Oslo, l'Espagne, les États-Unis, et de personnes qualifiées, notamment des représentants des cultes, parce qu'on sait aussi qu'il y a une dimension religieuse fondamentaliste
dans un certain nombre d'actes terroristes. Et là encore, à nouveau, dans cet observatoire, elles contribuent, elles sont associées au projet. Et puis on franchit une étape encore supérieure en se disant que ce musée mémorial, c'est un musée d'histoire et de société, lieu de connaissance, mais c'est un mémorial, lieu de reconnaissance. Et ce mémorial, c'est le lieu avant tout des victimes du terrorisme. C'est le lieu par essence où elles viendront, soit pour se recueillir individuellement en famille avec leurs proches et leurs amis, ou lors de commémorations, où le visiteur qui sera dans le musée aura aussi, lui, même s'il n'est pas directement touché par le terrorisme, le souci d'aller dans ce mémorial. Et en fait, on a imaginé un processus assez original de co-construction de ce mémorial, puisque c'est là que seront inscrits tous les noms des victimes décédées en France depuis 1974, quelle que soit leur nationalité, mais aussi de tous les Français décédés à l'étranger depuis cette même date. Ça fait environ 800 noms. Et ce processus de co-construction, c'est de les réunir très régulièrement pour recueillir leurs attentes, leurs espoirs sur ce mémorial. Et là, nous nous sommes placés dans un processus qui a fait ses preuves. Et si certains sont allés écouter Vinciane Desprez, ils ont pu en percevoir toute la philosophie, qui est celui des nouveaux commanditaires, c'est-à-dire que des groupes de citoyens, des associations, des personnels hospitaliers, ça peut être des personnels enseignants, deviennent commanditaires d'une œuvre artistique. Et ce processus fait que les commanditaires, qui sont donc cette fois-ci les associations de victimes du terrorisme, avec des représentants de notre groupement, expriment leurs souhaits, disent ce qu'ils veulent pour ce lieu, un médiateur, une médiatrice recueille ces éléments et ensuite un artiste va mettre en œuvre ce projet qui s'inscrit pour le ministère de la Culture dans ce qu'on appelle le 1% artistique, qui permet, quand il y a des grands travaux, de consacrer 1% à la création d'une œuvre. Alors c'est très intéressant pour nous et pour les victimes, parce qu'il faut imaginer 7 réunions qui se sont échelonnées depuis octobre, avec des victimes qui sont extrêmement représentatives du projet dans sa globalité du musée mémorial. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons la fille de Georges Besse, qui a été assassiné, le PDG de Renault, par action directe en 1986, mais nous avons aussi des représentants des attentats les plus récents, notamment, par exemple, le marché de Noël à Strasbourg, qui a été touché en décembre 2018. Et entre ces deux dates, il y a bien évidemment toute la séquence de 2015, la séquence de Nice en 2016, et ce qui est intéressant et compliqué, c'est que, par exemple, pour Nice, il y a 4 associations différentes qui se sont constituées à des moments différents. La temporalité est extrêmement importante pour les victimes. Souvent, la prise de conscience du fait d'être victime peut intervenir des mois, voire des années après. La prise de conscience des enjeux de la mémoire peut aussi intervenir de manière spécifique. Je pense à une association qui s'appelle Une voix des enfants, qui s'est créée sur la thématique des enfants victimes et des adolescents victimes à Nice. Vous savez qu'il y en a beaucoup, et notamment aussi des mamans qui attendaient des enfants et dont les enfants ont été impactés après la naissance parce que les mères avaient vécu en termes de stress post-traumatique. Et donc toutes ces victimes qui se réunissent pour dire ce qu'elles voudraient être le mémorial, c'est à la fois un foisonnement d'idées, de perspectives assez différentes. Par exemple, certaines n'ont pas de lieu de commémoration, celles qui ont perdu des proches à l'étranger, celles qui ont perdu lors d'un avion qui a explosé en vol et qui n'ont pas forcément récupéré non plus le corps des défunts. Donc vous voyez l'ensemble des questions qui sont posées, et pourtant, je dis que c'est un petit miracle, mais le processus n'est pas terminé, elles se sont définies entre elles comme une communauté de cœurs ardents.
Et j'ai trouvé cette expression absolument magnifique, c'est-à-dire qu'elles se disent qu'elles sont là pour représenter leurs morts. On est vraiment dans la thématique, la maison des morts et des vivants, mais qu'elles veulent que cette absence, grâce à leur présence, poursuive une histoire. Toutes leurs attentes et leurs expressions tournent autour de la vie. Donc, leur supplication, c'est « n'en faites pas un mausolée, n'en faites pas un cimetière, n'en faites pas un lieu mortifère, mais suscitez la vie, suscitez l'espoir, montrez qu'il y a de la renaissance, de la reconstruction, tout en s'attachant au fait qu'il y a la mort aussi. » Donc, ce sont des aspects très intéressants. Et nous avons choisi, juste sur le plan architectural, un pavillon central d'une forme octogonale qui a des spécificités. Toutes ces vitres rentrent carrément dans la terre quand on l'ouvre, ce qui fait qu'il peut être entièrement ouvert. Il est attenant à des esplanades et à des bassins, avec l'eau qui va être mise dans ces bassins. C'est un élément très important aussi qui revient souvent comme symbole de vie. Et c'est un lieu qui a double étage et dont on peut imaginer, et je ne me fais que le porte-parole de ce qu'elles ont exprimé, l'existence d'une crypte pour se recueillir et l'existence à l'étage supérieur d'un lieu où un artiste viendra exprimer ce qu'elles ont imaginé, sachant que la grande interrogation, c'est que probablement, sans être prophète de malheur, des noms pourraient être ajoutés à ceux qui figureront, aux 800 noms qui pourraient être inscrits, puisqu'on est dans un phénomène qui n'a pas pris fin et qui peut ressurgir à tout moment. Voilà. Ce fameux pavillon 10 de l'ancienne école de plein air, c'est à Suresnes. C'est un lieu qui a un esprit. Et c'est un lieu avec des arbres, puisque c'était conçu pour donner des cours aux enfants aussi bien en extérieur qu'en intérieur. C'est un lieu lumineux, arboré, paysager, avec des bâtiments transparents. La lumière est extrêmement présente, la nature est extrêmement présente. C'est un lieu où d'emblée on se sent bien, on se sent dans un lieu où on peut circuler, où on peut être ensemble mais aussi s'isoler. Voilà, donc il y a un esprit déjà dans ce lieu dont les bâtiments sont classés aux bâtiments de France et qui vont être donc réinvestis par le projet du musée mémorial. Alors justement, on vient de parler du mémorial avec Elisabeth et tout le travail donc, qui est fait avec les associations de victimes. Et j'ai assisté à plusieurs échanges et je peux témoigner de cette discussion riche, et je peux aussi témoigner de ces liens forts que j'ai sentis entre l'équipe du musée mémorial et puis les différentes associations de victimes. Et puis il y a donc ce musée du terrorisme, assez unique. J'ai envie de poser une question hyper simple à Henri Rousseau. Qu'est-ce qu'on raconte dans un musée d'histoire du terrorisme? Est-ce qu'on déroule une chronologie des attentats? Par quoi on commence? Quand est-ce qu'on commence? Et de quoi on parle? Je ne vais pas répondre dans 5 minutes. Je vais prendre les problèmes, alors un par un. De quoi on parle? Alors, on parle de terrorisme. Première objection qu'on a entendue quasiment dans l'heure où on m'a confié cette mission. Oui, mais le terrorisme, c'est quoi? Ça n'existe pas, ou alors c'est extrêmement difficile à définir. C'est vrai. Le terrorisme fait partie de ces concepts, il y en a beaucoup en histoire, hein, il n'est pas le seul, il fait partie de ces concepts qui sont des concepts instables. Par exemple, il n'existe pas de définition juridique internationale, en tous les cas, pour être plus précis, il n'y a pas d'accord sur le plan international sur une définition juridique du terrorisme. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on a une difficulté à le nommer ou que les usages qui en sont faits sont constamment, on va dire, contestables, que le terrorisme ne recouvre pas une certaine réalité. Voilà. Il
y a plein d'autres exemples en histoire où les mésusages d'un terme n'empêchent pas sa réalité historique. Je pense au mot fascisme, parce que je suis quand même un peu très sur ces questions-là, même si différent. Alors, ça c'est un premier point. Cette difficulté de le définir, le musée mémorial n'entend pas la résoudre, n'entend pas faire en sorte que le visiteur entrant dans le lieu, voilà, première chose qu'il voit, c'est une définition très calibrée, très normée du terrorisme, comme ça. On le fera un peu, bien sûr. On va donner au visiteur un certain nombre d'éléments de réponse pour comprendre quels sont les éléments qui permettent d'approcher au plus près une définition à peu près scientifique, sérieuse, non contestable du terrorisme. Mais surtout, ce qu'on va aussi lui expliquer en même temps, c'est que précisément cette définition est difficile, est contestée, a suscité de nombreux débats, a même une histoire assez particulière. La première loi de type pénal définissant la qualification pénale de terrorisme date de 1986. Donc c'est à l'échelle de l'histoire du terrorisme extrêmement récent, puisque les attentats terroristes, et qu'on commence à nommer comme tels, datent du 19e siècle, en particulier, enfin, nous on fait remonter les origines à la Révolution française par l'apparition du terme, hein, du mot terreur et terroriste. Les premières grandes vagues terroristes du 19e, les attentats nationalistes et surtout les attentats anarchistes de la fin du siècle, avec, vous connaissez ça sans doute, les lois scélérates, mais il n'y a pas de qualification terroriste. Cette qualification, la toute première fois, si je devais être précis, c'est le régime de Vichy, par une des deux lois sur les sections spéciales de 1943, qui définit parmi les ennemis de la nation, les communistes, les gaullistes, etc., les terroristes. C'est la première fois que le terme apparaît dans un texte, entre guillemets, de loi. J'ai toujours beaucoup de mal à parler de texte de loi s'agissant du régime de Vichy. Cet épisode oublié, puisque en 1945, cette législation a été abolie, le terme n'est pas utilisé jusqu'en 1986. Et ce n'est que depuis 1986 qu'il existe une définition qui est relativement simple, hein, du terrorisme, donc par la loi française, une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Bon, dit comme ça, ça a l'air presque évident, mais il y a un élément qui est assez, qui a l'air évident mais qui ne l'est pas. L'objectif du terrorisme n'est pas forcément de tuer. L'objectif du terrorisme, c'est de faire peur. Et s'il veut faire, de terroriser, d'intimider. Et pourquoi? Parce que derrière l'acte direct, poser une bombe quelque part et tuer, alors il y a deux cas de figure, soit des cibles choisies, Charlie Hebdo est un attentat ciblé, l'hypercachère est un attentat ciblé, les policiers qui ont été tués et le policier et la policière qui ont été tués en janvier sont des cibles bien identifiées. En revanche, pour le Bataclan, le 13 novembre, il n'y a aucune cible particulière, en tous les cas. Dans notre manière d'envisager les choses, on peut considérer, c'est le terme qu'on emploie, qu'il s'agit d'un attentat aveugle. Quand il y a attentat aveugle, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, j'y reviens, l'objectif est de faire peur, d'intimider, de terroriser. Pourquoi? Pour obliger, non pas la victime qui de toute manière va être atteinte, voire être décédée, mais d'atteindre derrière cette victime l'État, la nation, les pouvoirs publics, de telle sorte à les contraindre à faire un certain nombre de choses. Voilà. Ça, c'est la logique générale des actes terroristes. Tous n'entrent pas forcément dans ce modèle, mais voilà, en gros, la logique générale du terrorisme. Donc ça, c'est voilà, la première chose à expliquer. L'objectif, c'est de faire peur. Ce n'est pas de tuer, même si le meurtre fait partie de la terreur. Mais parfois, il y a d'autres modes opératoires du terrorisme. Les premiers détournements d'avions n'avaient pas pour objectif de tuer. Ils avaient pour objectif d'avoir un événement spectaculaire. Ça, c'est une des autres définitions, un élément de définition absolument central du terrorisme. La plupart des actes terroristes, en tous les cas la plupart, pour pas dire tous les actes terroristes qu'on peut définir comme tels, sont des actes qui ont une dimension spectaculaire. Il faut frapper l'opinion. C'était déjà théorisé par les anarchistes au XIXe siècle. Ça a été entièrement repris, quasiment mot pour mot, par les djihadistes contemporains. Donc voilà, là il y a déjà, en vous disant ça,
il y a d'autres éléments, je peux continuer, je pourrais répondre à d'autres questions sur la définition. Donc il y a quand même des éléments qui permettent d'identifier quelque chose de singulier, de particulier. Il y a des attentats qui ne sont pas forcément des attentats terroristes. Il y a des crimes politiques qui ne sont pas forcément de type terroriste. L'objectif n'est pas de faire peur, mais de tuer la personne. Il y a une grande différence quand même. Voilà. Il y a une grande différence parce que dès lors qu'on est dans la volonté de terroriser un État ou une nation, ben, ça débouche sur des attentats de type aveugle, type Bataclan, type 11 septembre, etc. Voilà. Ça, c'est une deuxième réponse, mais je ne vais pas être trop long. Mais ensuite, la question qui a été évidemment la plus délicate, nous travaillons sur le processus terroriste, donc pas sur un attentat, sur une séquence. Quelle est la bonne chronologie? Bon, je ne sais pas s'il doit y avoir des historiens parmi vous dans la salle. Bon, bah, la définition d'une chronologie, c'est quand même l'opération fondamentale des historiens. C'est la plus délicate, parce que c'est celle qui va, conditionner beaucoup de choses dans la manière d'appréhender le phénomène. Alors, en ce qui concerne le musée mémorial, on a deux critères de définition. Nous avons un critère de définition pour les victimes du terrorisme. Nous n'allons pas remonter jusqu'au XIXe siècle, ça n'a pas de sens. Voilà. Il faut que le lieu conserve une certaine unité. Nous nous sommes donc basés sur une décision, sur une loi, qui a créé, c'était en 2006, si je ne dis pas de bêtises, la médaille. Voilà, le décret de 2006, la médaille des victimes du terrorisme. 2016 ? Non, 2016, elle a été... 2016, pardon, oui. 2006, c'était la date de départ. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai des problèmes avec les dates, qui est embêtant pour l'historien. Mais en 2016 est créée la médaille du terrorisme, qui dit que toute personne ayant été victime d'un acte a priori terroriste pourrait recevoir cette médaille, donc être reconnue. On retrouve cette question de la reconnaissance par l'État. Si cet attentat s'est produit à partir de l'année 2006, c'est-à-dire en fait c'était une décennie, 10 ans avant. Cette loi a été changée à la suite d'ailleurs du rapport qu'a remis Elisabeth Pelcet au président de la République sur une nouvelle politique envers les victimes du terrorisme, et cette date a été reculée dans le temps jusqu'en 1974. Pourquoi 1974? Parce qu'on a pris, le législateur, sur un critère historique qu'on peut contester, mais qui est là, a considéré que l'attentat commis au drugstore Publicis le 15 septembre 1974 était le premier attentat de type attentat aveugle depuis la guerre d'Algérie. Et donc c'est à partir de cette date qu'on a fixé la possibilité pour des récipiendaires potentiels de bénéficier de la médaille des victimes du terrorisme. Nous nous sommes appuyés sur le plan juridique pour la question du mémorial des victimes du terrorisme sur cette date. Voilà, ça c'est un choix. C'est un choix qui nous simplifie aussi les choses. Hein. Un musée mémorial, c'est une entreprise qui est aussi une entreprise extrêmement matérielle, pratique. Il faut le faire sortir de terre, il faut résoudre tous les problèmes. Voilà. Maintenant, ça ne résout pas le problème sur le plan historique. Parce que moi, personnellement, la date de 74 ne me satisfait pas entièrement. Enfin, il y a des tas d'autres... D'abord, il y a beaucoup d'attentats avant 74. Bon. Ensuite, ça pose un autre problème. Et là aussi, c'est un choix que nous avons fait, mais ça, c'est un choix scientifique. Nous pouvions traiter de l'histoire du terrorisme, encore une fois, depuis la Révolution, ou même depuis la fin du 19e, avec la séquence anarchiste. Nous avons considéré que c'était trop risqué, parce que nous allions noyer, en fait, le sujet dans une sorte de grande leçon d'histoire qui ne serait pas suffisamment pertinente. Encore une fois, la dimension matérielle est importante. Nous avons 1300 mètres carrés d'exposition permanente. C'est bien, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus considérable. Une visite pour un musée d'histoire, c'est 1 heure. Quand je dis 1 heure, voilà, 1 heure au sens large, parce qu'il y aura le mémorial à voir, il y aura le parc à visiter, etc. En 1 heure, vous ne racontez pas toute l'histoire du terrorisme. Ça n'a pas de sens. Vous ne couvrez pas 2 siècles d'histoire en 1 heure, surtout avec un sujet aussi complexe. Et donc, nous nous sommes limités, pour l'exposition permanente, je précise bien les choses, à la période du terrorisme contemporain, celui qui démarre à la fin des années 60, donc qui est les prolégomènes de l'attentat de 74, qui est essentiellement dû à un contexte géopolitique, c'est le conflit israélo-palestinien, qui est vraiment d'actualité, et la jonction entre ce conflit et les premières utilisations de modes opératoires terroristes avec la jonction de mouvements d'extrême gauche en Europe qui vont donner les brigades rouges, la fraction armée rouge, etc. Et donc nous couvrons une période qui va en substance de la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à demain, puisque dans le projet, il est hors de question de fixer un terme
à l'histoire du terrorisme, puisque c'est un phénomène dans lequel nous sommes encore plongés, ce qui est une des difficultés considérables du projet. Comment allons-nous traiter à la fois de l'actualité, nous avons réservé un espace spécifique à la question de l'actualité, et comment allons-nous traiter le futur. Alors le futur, c'est pas, ça peut être d'autres attentats, une nouvelle loi, enfin je ne sais pas, voilà. Donc ça, c'est aussi la philosophie du projet. Et enfin, parce qu'on nous a posé la question, mais alors, vous allez parler de la guerre d'Algérie, parce que c'est dans la mémoire française, lorsqu'on parle de terrorisme, on évoque tout de suite la guerre d'Algérie, que ce soit bien sûr les attentats de l'OS ou les attentats du FLN. Alors la réponse est oui, de deux manières. La première, par des expositions temporaires, c'est-à-dire qu'il y aura des sujets, il n'y a aucune limite temporelle pour les expositions temporaires, on pourra remonter très très loin dans le temps, tout dépendra de la programmation, des choix que nous allons faire. Et puis surtout, à l'entrée du parcours de l'exposition permanente, nous allons faire une rétrospective historique qui donne un peu, dans un délai relativement bref, encore une fois, il y a un temps de visite limité, une idée de l'histoire longue du terrorisme, pour qu'on comprenne en quoi la période sur laquelle nous avons choisi de nous focaliser représente quelque chose de relativement nouveau dans l'histoire. Voilà. Je tiens à respecter mon engagement, nous aurons un temps de discussion, donc je veux préserver ce temps de discussion à la fin. Un mot pour compléter avec Elisabeth Pesner. Donc on comprend bien l'intention et le cadre pour l'instant qui définit la façon dont vous allez organiser du coup cette exposition permanente, conjuguée avec des expositions temporaires. Mais qu'en est-il de la parole des victimes dans ce parcours muséographique et d'une matière extrêmement importante que sont les procès filmés grâce à la loi Badinter qui vous permet d'accéder donc à différentes archives de différents procès et de vous en servir comme d'un matériel pédagogique. Donc d'abord la parole des victimes, ensuite la question des procès. Elisabeth. Alors effectivement, comme l'avait rappelé Henri Rousseau, il y a 3 grandes parties dans l'exposition de référence ou l'exposition permanente. Toute cette partie historique, la voix des victimes et les réactions des sociétés. La voix des victimes, elle peut se faire de multiples manières, bien évidemment à travers des témoignages, à travers leur création. Il y a une partie assez intéressante qui est dans les collections que nous constituons. Nous avons des victimes qui nous donnent des objets qui ont appartenu à leurs proches et qui font un récit à la fois du don, c'est-à-dire qui peuvent dire en quoi la démarche mémorielle s'inscrit pour elles dans une manière de poursuivre l'histoire de celui ou celle qui est disparu, et puis aussi pouvoir raconter une partie de la vie de la personne à travers l'objet. Je vais vous donner plusieurs exemples. Nous avons par exemple noué des liens avec des journalistes qui sont les amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon qui ont été assassinés à Kidal et qui nous ont donné à la fois une interview de ce que leurs amis ont vécu, mais aussi le NAGRA, l'enregistreur qu'ils avaient spontanément. On a un jeune qui était sur les Ramblas à Barcelone le 17 août 2017 et qui est venu en remettant spontanément aussi un certain nombre d'objets et en donnant son témoignage qu'il avait donné au médecin qu'il avait visité en Espagne et qui lui avait dit mettez par écrit votre histoire, ça vous permettra aussi de vivre de manière plus posée, plus paisible. Et tous ces dons, en fait, ont chacun une histoire. J'en cite un dernier exemple, mais qui m'avait pas mal ému, c'est que il y a celui qui est décédé au Stade de France. Il y a une seule personne qui est décédée au Stade de France. Et sa famille a éprouvé beaucoup de colère parce que très souvent on oubliait le Stade de France au profit du Bataclan, des terrasses. Et cette colère, elle s'est exprimée sur les ondes pendant pas mal d'années. Et en fait, ce monsieur est portugais et c'était au Stade de France, donc un stade où il y avait un match de foot. Et quelques jours après, au Portugal,
il y a eu un match et l'équipe portugaise a fait 1 minute de silence et envoyé la photo de ce monsieur sur un écran géant. Bien évidemment, la famille a pu prendre la photo et la fille de ce monsieur, malgré la colère qui est toujours vivace à l'égard de l'État, à l'égard de pas mal d'institutions, elle est venue nous donner cette photo encadrée et en fait, elle nous a dit « Maintenant, sa place est dans votre musée mémorial ». Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Et là aussi, il y a une question de temporalité qui est très importante, puisque parfois, ce n'est pas du tout le moment. Et nous ne sollicitons pas les victimes de manière intrusive pour qu'elles nous remettent des objets, mais nous laissons plutôt la spontanéité où les choses se font un peu en douceur. Puis la deuxième chose, c'est effectivement les procès. Alors on est à une époque où il y a une multiplicité de procès. Nous sommes en lien avec le parquet national antiterroriste qui nous a dit que, en fait, sur les 4 dernières années, il y avait eu 7 fois plus de procès qu'il n'y en a eu sur les 25 dernières années. Il y a eu 78 procès en matière criminelle, ce qui est énorme, et 50 en matière délictuelle. Certains de ces procès, les plus emblématiques, notamment le procès de janvier 2015, le procès de novembre 2015, celui de Nice, sont des procès filmés. Et il y a certes la loi Badinter, mais il y a eu aussi, à la suite du rapport du comité mémorial, une modification du Code du patrimoine pour permettre, par une loi de 2019, de filmer ces procès en matière de terrorisme. Et ils vont constituer un outil pédagogique extrêmement intéressant. Il faut savoir que ce sont des procès longs. V13, c'est 10 mois de procès. Et si certains d'entre vous ont lu V13 d'Emmanuel Carrère, qui retrace le procès et les différents moments de ce procès, on voit très bien comment le texte littéraire pourrait tout à fait être en correspondance avec des images du procès, qui finalement a été un moment extraordinaire, puisqu'il y a eu 5 semaines d'audition des parties civiles, au cours desquelles c'est la première fois, disait-elle, qu'elles entendaient de manière collective le récit des autres. En fait, quand une victime qui est partie civile est entendue par un juge d'instruction, elle relate son histoire, mais de manière individuelle. Quand elle appartient à une association, il y a des échanges qui se passent, bien évidemment, il y a des prises de parole communes, mais entendre dans une salle d'audience le récit de toutes les victimes, et beaucoup d'entre elles ont dit « j'ai appris des choses que je ne savais pas ». Donc c'est un des aspects de l'audience qui n'est pas consacré qu'à la manifestation de la vérité, ni à seulement infliger une peine, déclarer coupable des individus, mais qui est aussi un lieu qui est devenu une enceinte dans laquelle la notion de déposition, c'est déposer vraiment au moment de l'audience ce qui est si important pour une vie. Et je me souviendrai toujours de Michel Catalano, qui est l'imprimeur qui a été pris en otage par les frères Kouachi dans son imprimerie à Dammartin-en-Goële, qui, quand il est sorti de l'audience, a dit « Mais c'est incroyable, jamais je n'avais entendu ces éléments sur l'affaire dont il était malheureusement un des principaux au cœur du drame ». Donc il y a vraiment tous ces aspects, et il y a aussi le fait qu'on recueille des scellés, tous les scellés des affaires définitivement jugées en matière de terrorisme. Et là, c'est aussi pour couvrir le temps long, puisque ça veut dire qu'il faut qu'on ait des pièces de justice qui attestent de la réalité des attentats, qui ont contribué à finalement permettre la tenue de procès, et qui aussi reflètent une époque. Toujours dans ce contexte historique dans lequel on se place d'un temps relativement long de 1974 à nos jours, eh bien les pièces à conviction n'ont rien à voir entre 1974 et aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à 90% des supports informatiques, des téléphones portables qui sont exploités, des ordinateurs qui sont exploités, des chaînes Telegram qui sont
craqué, alors qu'à l'époque de Carlos, on avait des gros classeurs avec des procédures qui venaient d'autres pays, ou des valises qui étaient remplies d'explosifs. Et donc on a aussi, à travers ces objets, ce que les victimes ont enduré, ce qu'elles ont pu vivre. Et moi, je reprends souvent une phrase du directeur de l'Institut national du patrimoine: l'objet ancre dans le réel, ramène à la réalité. À une époque où beaucoup de choses sont gérées par l'intelligence artificielle, par les réseaux sociaux, par le virtuel, l'objet est aussi celui qui parle et qui dit des choses à la fois d'une époque, d'un drame particulier, et aussi de toute cette continuité du phénomène. Ce qui représente également un matériel pédagogique extraordinaire pour les professeurs. Lucie Vouzeau, donc je rappelle que vous avez rejoint donc cette équipe du Mémorial Musée du Terrorisme et que vous réfléchissez donc à des actions pédagogiques, à des outils à mettre à disposition des professeurs. Et la première question, pourquoi cette action finalement précède en quelque sorte l'ouverture du musée, puisque on peut déjà voir les premières expositions réalisées dans les classes avec les élèves et les professeurs que vous avez accompagnés. Oui, alors peut-être je reprendrai déjà la question de la contemporanéité pour les élèves de cette question-là. Henri a tendance à dire c'est pas une question d'histoire qui intéresse simplement les élèves, c'est une question qui les traverse. Et je vais vous donner quelques exemples parce que dans le cadre de ce projet justement en direction des publics scolaires, eh ben, dans les échanges avec les élèves, notamment dans les moments de rencontre avec des témoins, les élèves s'expriment aussi sur leur rapport aux événements. À Toulouse, par exemple, des élèves qui donc, étaient en lycée cette année, étaient en école maternelle ou élémentaire en 2012, ont pu exprimer leurs souvenirs du moment de la traque de Mohamed Merah, comment les écoles aux alentours du quartier l'école aux Aratora avaient été confinées, fermées, de la panique parfois des enseignants dans la classe avec eux, ou des actualités aussi le soir vues avec leurs parents. Et puis il y avait aussi un enseignant de cette classe alors c'était en décembre, on leur faisait visiter l'école de plein air à Paris, parce qu'ils étaient venus en séjour d'études à Paris. Et donc un des enseignants me dit en aparté, moi c'est une question je voulais aussi travailler sur ce projet parce que, dans mon club de foot, donc quand il avait 17-19 ans, il a fait du foot avec Mohamed Merah. Et donc cet enseignant était particulièrement sensible finalement à cette question-là, quel est le sens, d'où ça vient, comment on travaille là-dessus avec ses élèves et du coup avec cette sensibilité un peu particulière. À Paris, c'était dans le cadre d'un témoignage de 2 rescapés du Bataclan, Fred Deville et Gaël Messager, qui donc évoquaient le 13 novembre. Et à un moment, Fred Deville leur dit « Mais vous avez peut-être aussi des souvenirs, qu'est-ce que ça vous évoque ?» Et puis il y a une élève qui nous dit, c'était une élève de 3e, donc elle était en 2015, elle devait avoir 7-8 ans, et donc elle dit moi je me souviens, ma mère elle sortait de la maternité, elle était en congé maternité, et puis on l'a appelée, c'est l'hôpital qui l'a appelée, et elle est partie toute la nuit, parce qu'elle était infirmière en fait cette maman. Et donc cette élève a pu exprimer, peut-être qu'elle n'avait pas encore fait jusque-là, dans le cadre de sa classe, et puis c'est des élèves qui ont ensuite travaillé sur les émotions justement par le corps, comment à travers le mouvement dansé, le corps, etc., on va exprimer les émotions, et notamment celles qu'ils avaient entendues eux dans le cadre de ce témoignage. Et puis un dernier exemple encore plus contemporain, c'est l'assassinat de Samuel Paty. Hier, je discutais avec des inspectrices d'histoire et qui me disaient qu'en fait, l'assassin de Samuel Paty, il avait des petits frères et sœurs, et que ces petits frères et sœurs, ils étaient dans des écoles scolarisées en France, et que notamment un avait été médiatisé, et que ça avait été très compliqué d'accompagner le retour en classe de ces petits frères et sœurs avec les camarades autour, qui du coup étaient confrontés dans leur quotidien à ça. Enfin, un enseignant d'histoire assassiné devant le collège, et puis des enfants qui se retrouvent avec les petits frères et sœurs de l'assassin. Donc voilà, c'est une question qui les traverse, comme dit Henri, et donc alors cette action en direction des publics scolaires, évidemment, qui vient avant l'ouverture du musée, effectivement, c'est un peu c'est particulier, c'est original. L'idée, alors moi j'étais pas encore arrivée quand l'idée a été mise en place. Elle s'est mise en place de manière un petit peu expérimentale. L'idée c'était quand même qu'un des publics
prioritaire du musée, ce serait des publics scolaires, parce que c'est une structure mémorielle qui s'inscrit dans la tradition de l'apprentissage et de la citoyenneté, comme d'autres structures mémorielles, comme le mémorial de la Shoah par exemple. Un des publics aussi qui allait être intéressé par le musée mémorial du terrorisme, c'était aussi des jeunes. C'est le résultat d'une enquête des publics faite à l'automne dernier. Et donc, il était intéressant, dans le cadre de la préfiguration, de réfléchir à ce que les élèves pouvaient avoir à dire sur le sujet. Et puis l'autre enjeu, c'était aussi, dans cette phase de préfiguration, de constituer des ressources, donc de réfléchir au plus près des besoins, des attentes des enseignants, dans un dialogue finalement un peu permanent et privilégié sur la façon dont on allait réfléchir à les accompagner par des ressources, des ateliers, des rencontres avec des témoins, etc. Donc c'est un cadre un peu expérimental qui donc s'intitule « Faire face au terrorisme », dont le cadre est en fait assez libre, parce que l'idée c'est de concevoir, en gros, comment est-ce qu'on va aborder dans un musée la question du terrorisme, et qu'est-ce que les élèves ont à nous dire de la façon dont un musée peut évoquer la question du terrorisme. Quels supports, quels outils, quelles thématiques, quelles périodes, et donc ils sont assez libres en fait avec leurs enseignants de travailler sur la question. Certains décident de l'approcher, et là on va reprendre finalement les 3 thèmes de l'exposition de référence, par l'histoire. On a par exemple un établissement de Düsseldorf qui a travaillé sur l'ARF, Fraction Armée Rouge, et puis donc dans les années 70-80, mais aussi parallèle, ils ont fait le parallèle avec le terrorisme d'extrême droite beaucoup plus récent, des années 2010 en Allemagne. Donc c'est une approche historique. D'autres élèves ont plutôt travaillé à la réaction de la société. On parlait de Toulouse. Les 3 établissements toulousains qui ont rejoint le projet, ils ont décidé de travailler sur les attentats à Toulouse et Montauban. Ce n'était pas un souhait de notre part, on les a laissés libres. Ils ont voulu travailler sur ces attentats et notamment sur la réaction des médias, de la société, mais aussi des médias à cet attentat. Comment les journaux en avaient parlé, les informations, quels étaient les termes qui étaient mis, la place aussi des victimes, de l'assassin et des victimes qui étaient faites dans les médias. Donc ça rejoint, et notamment Jérôme Truc, qui est conseiller de la recherche, qui est d'ailleurs ici, a pu faire une intervention et expliquer, et permettre aussi aux élèves de prendre du recul par rapport à ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes en fait enfants. Et puis il y en a d'autres qui l'abordent par la question aussi des victimes, parce que dans ces projets il y a souvent un moment qui est important, qui est la rencontre avec un témoin ou une victime. Et dans cet échange, il y a des choses importantes qui se jouent. En fait, c'est vraiment un dialogue et finalement un apport mutuel, parce que des projets ont été bouleversés par cette rencontre avec des témoins, mais il y a aussi des victimes qui ont été bouleversées par cette rencontre avec les élèves. Là, je vais peut-être donner un exemple. C'est Samuel Sandler, qui est grand-père de Jonathan Sandler et grand-père des 2 petits-enfants assassinés à l'école de Zaratora, qui revenait à Toulouse pour la première fois avec nous en janvier pour témoigner devant des élèves qui avaient l'âge qu'auraient ces petits-enfants. Et donc il a beaucoup appréhendé ce moment, il n'était pas certain de venir, c'est la première fois qu'il retournait à Toulouse depuis 2012. Finalement, il vient. Et en fait, dans ce moment-là et dans ce dialogue avec ces élèves qui ont l'âge qu'auraient ces petits-enfants, il y a eu une partie de reconstruction pour lui aussi qu'il a exprimée. C'était un moment quasiment thérapeutique. Il disait, c'est un rare moment finalement de sens en fait. Les victimes, elles cherchent aussi un sens à ce qui leur est arrivé, et donc ces rencontres avec les élèves, il y a aussi un sens qui se met en place. Alors je ne pense pas qu'on aura le temps de regarder ce que les élèves ont fait. Ça, vous pouvez le trouver sur le site. Vous avez aussi un catalogue qui a été imprimé de la 2e édition, mais je vous montre rapidement parce que non, c'est pas projeté, donc voilà, c'est pas grave. D'accord. Mais je crois que c'est voilà. Et puis donc il y a tout ce développement expérimental pour mettre en place donc ces outils pédagogiques. Il y a aussi des premières expositions et une première polémique qui est née donc en 2022. Peut-être en 2 mots on explique. Il n'y a pas de tabou. Et qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience? Alors, de votre point de vue, Lucie? Oui, alors, de mon point de vue, moi quand je suis arrivée, on était en train de terminer la première exposition qui n'était pas encore en ligne, donc c'est celle-ci là que vous voyez là. Et dans les travaux qui avaient été engagés par les élèves, alors je redis, le cadre expérimental, du coup presque sans cadre au départ, les élèves et les enseignants en fait réfléchissent librement à ce sur quoi ils veulent travailler. Et donc dans ces projets, il y a la question à un moment donné qui se pose de la publication en fait de la caricature de Charlie Hebdo, Tout est pardonné, où on voit
Mahomet avec, sur un fond vert, tout est pardonné. Sachant que ça fait partie de 300 productions. Hein. C'est une question qui se pose sur une ou deux productions. Les élèves ont produit 300. Alors, il y a 300 élèves. 300 élèves. Il y a une dizaine exactement. de modules dans lesquels, après, ils ont tous, c'est des réalisations collectives. Mais au final, on a une dizaine d'établissements la première édition, une dizaine aussi la deuxième année, et on aura probablement aussi la même chose cette année. Mais à chaque fois, c'est des réalisations. Ça peut être une classe ou un petit groupe, ou même plusieurs classes qui vont travailler sur un projet. Et là, c'était une galerie des objets en particulier. Alors, il y avait 2 établissements qui ont travaillé sur cette caricature, parce qu'ils avaient rencontré Simon Fieschi, qui était à Charlie Hebdo et qui a été lourdement blessé au moment de l'attentat contre Charlie, et qui était intervenu devant les élèves pour témoigner. Donc il y a deux établissements qui ont travaillé notamment sur une caricature, et l'idée c'était de faire une galerie des objets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans un musée du terrorisme, dans ce dialogue avec, donc un peu privilégié entre un élève et une victime. Chacun apportait un objet qui symbolisait pour lui le terrorisme, et un des élèves, dans la rencontre avec Samuel Fieschi, avait décidé d'amener comme objet une de Charlie Hebdo, ce qui paraît effectivement logique et pertinent. Mais la question qui se posait, c'était de la publication sur le site, dans un cadre en fait où on n'avait pas du tout anonymisé les noms des établissements, et donc voilà, une question de sécurité qui se posait évidemment de cette publication, et d'associer aussi la publication au nom des élèves. Alors depuis, on a anonymisé parce qu'on a posé petit à petit un cadre, donc vous ne retrouverez pas le nom des établissements sur le site ni sur le catalogue qui est derrière. Et d'ailleurs, c'est une question que les élèves se posent, parce que régulièrement, quand on les rencontre, ils nous posent cette question: est-ce que vous avez peur de travailler au musée mémorial du terrorisme? Qu'est-ce que vous faites pour la sécurité, notamment des personnes qui travaillent, ou même des établissements avec lesquels vous travaillez? Donc voilà, c'était une question de toute façon, une polémique, mais qui répondait finalement qui était un peu normale. Peut-être que Henri va rajouter quelque chose sur les sujets. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Et vous verrez également sur ce site, il y a aussi des productions en podcast que vous pouvez écouter, et qui peuvent être aussi un matériel formidable en classe, bien sûr, à utiliser avec les élèves. Oui, peut-être je peux terminer là-dessus. Bon, on ne les passera pas parce que je pense qu'on va laisser du temps en question, mais en fait, ces réalisations d'élèves constituent un matériel pédagogique et constituent même en fait une forme de médiation, parce que si j'arrive à mettre la deuxième... Là, voilà, par exemple, c'est des podcasts qui ont été réalisés de manière quasi professionnelle, et donc d'élèves de 3e, d'un collège de l'Académie de Créteil, en éducation prioritaire. Et donc voilà, c'est intéressant, ça peut être un point de départ aussi pour travailler avec des élèves sur la question. J'en montre un deuxième, voilà. Alors, il y en a même plusieurs. Il y a par exemple des élèves d'un collège qui ont travaillé dessin de presse et attentats terroristes. Ils ont fait dans un travail aussi avec Cartooning for Peace, ils ont travaillé sur plusieurs dessins de presse, en faisant une chronologie, en remontant à 1914 jusqu'à aujourd'hui, et chacun de ces dessins est analysé. Qui est le dessinateur, qu'est-ce qui est représenté, quel est le message. Donc en fait, c'est une forme aussi d'outil pédagogique qui peut être utilisé avec d'autres établissements. Et puis on a un autre sur le procès de Nice, par exemple, où les élèves ont travaillé on fait une carte numérique interactive sur le procès de l'attentat de Nice, et en s'interrogeant sur la place des victimes, notamment dans ce procès. Comment la justice permet aussi de participer au processus de reconstruction. Et du coup, ils expliquent aussi le fonctionnement de la justice. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur une tablette et qui peut être aussi utilisé finalement dans le cadre du musée. Alors, et c'est d'ailleurs quelque chose qui se fait beaucoup dans les musées, de faire participer les publics à la constitution d'outils de médiation ou de matériel pédagogique. Au musée Carnavalet, par exemple, si vous y allez, on a des dessins d'enfants sur des objets. Le MUSEM aussi, puisque c'était au départ, c'est une idée du MUSEM qui associe comme ça le public scolaire. Et puis, dans ce cadre, j'ai constitué un petit groupe. Alors ça aussi, c'est pas une idée nouvelle, qui est celle aussi du mémorial de la Shoah, qu'on retrouve dans des académies, d'avoir des élèves ambassadeurs du projet, qui donc sont un relais privilégié. Moi, je suis en contact direct avec eux, et donc je peux travailler directement sans les enseignants. Et l'idée, c'est de les associer sur un temps plus long, peut-être jusqu'à l'ouverture, je ne sais pas, mais que ça constitue un petit groupe de personnes, un peu ressources référentes avec lesquelles on puisse travailler à l'avenir. Merci beaucoup, Lucie, donc pour ces premières explications. La parole est à vous. Donc n'hésitez pas, il suffit justement d'appuyer sur le petit bouton qui est à droite là, du micro pour que vos questions soient enregistrées.
Ou alors il y a un micro qui se promène plutôt, c'est ça? Oui, mais je crois qu'il y a déjà une question ici à droite et ensuite devant à gauche. Et merci de vous présenter. Oui, je peux parler. Oui. Bonjour, Thomas Serrier, professeur à l'Université de Lille. J'avais deux petites questions, mais qui tournent en fait autour de la même thématique. Ça va pas étonner Henri. Autour de la dimension transnationale et européenne, non pas du phénomène terroriste, on est tous bien d'accord que ça a eu lieu un peu partout, et ça a lieu partout, mais les initiatives et les exemples muséologiques et... La formule fait un peu grasser, mais est-ce que la France n'a pas la chance d'avoir été touchée, comme tu l'as dit tout à l'heure, par différents types de terrorisme, et ça permet une certaine approche typologique? Est-ce que dans ce que vous avez vu à Oklahoma City, à New York, à Oslo, il y a des choses qui vous ont servi d'exemple? Ça, c'est une bonne idée, il faut faire comme ça. Ou d'autres, au contraire, de contre-exemples, là, les collègues se sont laissés happer par un type de narratif parce qu'il y a un perpétrateur qui est bien identifié, avec le risque de stigmatisation. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresserait si vous pouviez creuser. Et puis la deuxième question, donc il y a les plaintes qui existent déjà, même si c'est assez récent, et les creux. Est-ce qu'il y a des pays, est-ce qu'il y a des villes touchées par le terrorisme, mais où il n'y a pas encore d'initiative? Londres, Bruxelles, Berlin, voilà. Et est-ce que vous servez déjà d'exemple? Est-ce que vous servez déjà d'exemple avec votre approche typologique et plurielle? On va prendre aussi la deuxième question. Merci. Bonjour. Moi, je pense que ma très grande interrogation, enfin mon très grand intérêt au sujet que vous avez présenté, c'est la question de la définition du terrorisme. Enfin, vous en avez bien sûr parlé, et à l'évidence, c'était la première question que vous vous êtes posée. D'après ce que vous avez eu le temps de développer, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup appuyé sur des définitions juridiques, légales. J'imagine que ça n'a pas été la seule dimension. Si vous pouviez revenir là-dessus. Un peu le revers de cette question, c'est aussi quelle place vous allez donner, ou est-ce que vous prévoyez d'en donner une, aux perpétrateurs des attentats terroristes et des actes terroristes, parce qu'il me semble que ça peut permettre de donner une définition d'où ça vient le terrorisme et les actes terroristes. Je crois qu'il y a des points communs, bien sûr, entre les deux questions, et peut-être que Henri peut répondre dans un premier temps, et ensuite peut-être Elisabeth pourrait compléter. Voilà. Okay, bon, je vais prendre les questions dans l'ordre. Oui, alors, sur les exemples muséographiques, je vais répondre à la deuxième partie de ta question. D'abord, il y a très peu de musées dans le monde. C'était ma première surprise. Enfin, surprise. C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé de chercher des exemples. Il y en a très peu. Je l'ai dit, il y en a une demi-douzaine. Il y en a un que je n'ai pas mentionné parce que je ne le connais pas. Il est à Lima, qui est un musée à la fois des droits de l'homme et qui est consacré à la séquence terroriste qu'a traversé le Pérou, hein, le Sentier Lumineux et les paramilitaires. Bon. Mais malgré tout, compte tenu de l'importance du phénomène, 6 musées. Alors quand je dis musée, ça veut dire c'est musée sans interprétation, c'est un endroit qu'on visite, c'est pas un mémorial. Bon. Donc, ce qui m'a surpris, bon, ça m'a surpris déjà qu'il y en ait si peu, d'où l'intérêt, enfin, voilà, notre projet, quand on le vend, entre guillemets, en disant c'est un projet unique, ben, c'est vrai, il a un caractère inédit par la dimension qu'il prend. Ce qui m'a surpris aussi, je l'ai dit, tous les pays ont des mémoriaux commémorant des attentats terroristes. Alors oui et non. C'est-à-dire, il y a un pays qui m'a surpris, c'est Israël. C'est Israël. Alors il y a un monument que je ne connais pas, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais qui est dans des grands cimetières militaires anciens, traditionnels, aux environs de Jérusalem. Il y a un monument qui a été érigé au milieu du XIXe siècle. Je n'ai toujours pas compris, après quelques recherches, à quoi ce monument faisait référence. Mais voilà un pays, alors après on peut discuter, mais qui a partie liée avec la question du terrorisme, et pour lequel il n'y a ni mémorial national, encore moins un musée. Voilà. C'est un exemple, hein, je le dis de manière tout à fait neutre, hein, surtout dans le contexte actuel, mais ça a été une interrogation.
Bon, le cas de Londres. Alors, Londres, il y a un mémorial, il n'y a pas de musée. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas une compétence suffisante en matière de musée pour pouvoir répondre. Est-ce que ça signifie une proximité plus grande, ou une sensibilité plus grande à l'histoire, une capacité de mettre en musée plus rapidement des phénomènes historiques? La France a quand même une particularité, alors celle-là je la connais un peu, sur la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de musées qui existent sur le territoire national consacrés à la Seconde Guerre mondiale est assez important. On en est autour de 70-80, bon, qui est un phénomène qui s'est développé essentiellement dans les années 60. Voilà. Cela étant, l'idée de ce musée mémorial, c'est nous, c'est-à-dire que c'est nous les responsables. Le président de la République ou les pouvoirs publics ne nous ont pas dit « Ah, moi je veux ceci ou cela », rien. Je le dis au passage, hein. Le président de la République, je l'ai vu une fois, 1 heure. Hein. On l'a vu une fois, 1 heure. Il nous a dit, faites à votre idée. Voilà. Donc, il n'y avait pas du tout de volonté politique ou quoi que ce soit. Mais ça reste un tout petit peu une interrogation. Alors maintenant, la première partie de ta question, c'est, oui, nous nous sommes inspirés de musées, c'est vrai. Alors, à la fois en exemple et aussi un peu en contre-exemple. Hein. Je le dis avec prudence, parce que l'un des contre-exemples qui est devenu en même temps un exemple, hein, c'est le musée du 11 septembre, alors, que je connaissais avant d'être nommé à cette place, et que je connaissais aussi parce que j'avais été associé, alors il y a Denis Péchanski que j'ai vu tout à l'heure là dans la salle, grâce à Denis, j'ai eu l'occasion de travailler avec le musée du 11 septembre, mais qui était en construction et en gestation. Je vais le dire, c'est un exemple exceptionnel, c'est un des plus grands mémorial aujourd'hui, un des plus impressionnants que j'ai pu visiter. Sur le plan de la philosophie du projet muséographique, c'est je le dis ainsi, puisqu'on travaille beaucoup avec eux et on est devenus très, très proches, mais c'est un projet patriotique. Voilà, je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire, voilà, le musée du 11 septembre est un projet qui a une dimension patriotique que n'aura pas, d'une certaine manière, le musée mémorial, qui n'est pas exactement de même nature. Nous faisons un musée mémorial pour les victimes, nous faisons un musée mémorial qui est historique en ce sens qu'il va essayer d'avoir une distance critique, minimale, sur lequel le point de vue, y compris de, je ne sais pas, des responsabilités propres de la France, seront parfaitement identifiés, alors que ce n'est pas le cas au musée du 11 septembre, enfin, avec toute la sympathie que j'ai pour eux, ce n'est pas la partie la plus développée. Enfin, voilà. Par ailleurs, nous avons aussi des exemples, alors je n'ai pas le temps de les détailler parce qu'il faudrait les voir, mais c'est peut-être le musée qui nous a le plus ému. Je dis ému parce que je n'ai pas parlé d'émotion, mais on travaille dans un domaine où l'émotion nous envahit aussi, enfin il faut le dire, hein. Là je vous parle froidement comme historien, voilà, petit A, petit B, mais il y a des moments, alors c'était la visite du Toya, donc en Norvège, cette île où un terroriste d'extrême droite a commis un massacre d'environ 80 jeunes, enfin 79 exactement, qui ont été massacrés de manière systématique. Le mémorial est sur un mode extrêmement mineur, sur un mode, par exemple, sur un mur. Ce n'est même pas un musée, hein, il n'y a pas de volonté de faire musée. Il y a les SMS qui ont été envoyés par les jeunes à leurs familles, à leurs proches, etc., en norvégien, bien sûr, donc on nous les a traduits. Je crois que de tous les musées que j'ai vus, y compris les musées sur la Seconde Guerre mondiale, sur le Shoah, etc., cette simple vision de quelques messages donnés sur le vif d'un événement qui est quand même pas si ancien, et puis avec un phénomène, alors ça c'est personnel, d'identification peut-être beaucoup plus immédiat que je n'ai pu l'avoir avec des phénomènes historiques plus lointains, comme la Shoah, a été voilà, un moment d'émotion pour nous exceptionnel, et une grande réflexion sur le minimalisme. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des éléments qu'il faut traiter de manière minimaliste pour leur donner tout leur poids. Voilà, c'est pas nouveau dans la réflexion sur les musées, mais plus vous montrez de la violence, plus vous allez, prendre le spectateur ou le visiteur, là aussi je me réfère aux travaux du programme Trésor de Denis, plus vous avez des chances de braquer le visiteur d'une certaine manière, de le fermer, entre guillemets, au message. Voilà. Bon, je vais rapidement. Alors, sur la définition. Non, j'ai cité la définition juridique pour répondre à l'objection qui est tout
temps-là. Oui. Il n'y a pas de définition du terroriste. Bah oui, s'il y a quand même une définition juridique. Ça veut dire que lorsqu'on condamne les terroristes du 13 novembre, ils ne vont pas en prison sur une définition en l'air. Ils font une définition quand même extrêmement normée. Maintenant, nous, ce n'est pas la définition qu'on adopte. Notre définition, alors si vous allez sur notre site, vous verrez un certain nombre d'éléments. J'en ai cité quelques-uns, la violence extrême, la question des cibles directes et indirectes, la question de la peur, bien sûr, la dimension spectaculaire. Il y en a d'autres. Il y a alors une que j'aime bien parce qu'elle correspond assez bien à ce qu'on peut analyser, qui est assez ancienne, qui est une définition de Raymond Aron, donc qui remonte aux années 60, qui dit que c'est un acte aux effets dont l'envergure est relativement limitée, mais avec des conséquences qui sont disproportionnées. Et on le voit très bien dans l'acte terroriste. Quelles sont les armes du 11 septembre? Quelles sont les armes utilisées par les terroristes pour commettre un des attentats les plus spectaculaires et les plus meurtriers de l'histoire du début de ce millénaire? C'est rien, c'est des cutters, voilà. Donc il y a cette disproportion qui distingue le terrorisme d'ailleurs en temps de paix du terrorisme de guerre. Le terrorisme de guerre est d'une autre nature, utilise d'autres moyens, parfois des moyens militaires. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Et sur les perpétrateurs, tu veux répondre, Elisabeth? On a la même réponse de toute manière. Alors, sur les auteurs d'infractions, comme on les appelle chez nous, on nous a posé souvent la question, est-ce que vous allez donner leur nom? C'était aussi une des questions posées fréquemment par Samuel Sandler, parce qu'à cette époque, Mera est vraiment un des noms qu'on retient tout particulièrement. Et la réponse que fait Henri Rousseau, donc il m'a passé la réponse, mais c'est dans un musée sur la Seconde Guerre mondiale, on n'imagine pas ne pas mentionner le nom d'Hitler. Bon, nous donnerons les noms des perpétrateurs, mais la manière dont on va en parler est aussi une manière qui peut être intéressante d'aborder. D'ailleurs, en comparaison avec d'autres endroits, d'autres musées, par exemple à New York, la photo des auteurs est toute petite et elle n'est pas mise en grande place. Et par contre, à Oslo, la dernière salle, on a une immense photo de l'auteur, Breivik, qui est celle qui a été prise lors de son procès. Alors, nous, on n'a pas aujourd'hui arbitré la manière dont on va montrer le visage des auteurs, mais à travers ce qu'on vous a décrit tout à l'heure, par exemple les scellés, il y a des passeports en très grand nombre, puisqu'en fait, leur activité première, ça a été de se déplacer et d'aller sur toutes les zones de guerre, en Syrie, en Irak, en passant par de multiples pays. Et donc, ce sont des petites photos qui ne les héroïsent pas comme on pourrait le craindre. Donc ça aussi, c'est assez intéressant sur le plan muséal. Et aujourd'hui, on est dans une attente du choix du scénographe pour l'exposition de référence. Et c'est un des éléments aussi qu'on va prendre en compte, parce que bien évidemment, il ne s'agit ni de heurter, mais il ne s'agit pas non plus de taire et de cacher la réalité des choses. On vous écoute. Il y a une question là-bas, ici, je crois. Non, ici. D'accord. Et ici, ici. Alors, on a une question ici et une autre là. Pardon. Il y a le micro qui passe là. Merci beaucoup. Je vous donnerai la parole après. J'avais une question, je continue sur le contenu du musée. Il y avait une conférence à Blois il y a 1 ou 2 ans qui portait notamment sur les mémoriaux un peu spontanés qui ont été faits suite aux attentats et sur le travail de collecte par les archives. Quelle est la place pour ce type de dommages dans ce musée? Et deuxième élément, sur la réaction de la société, est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur la réaction, on va dire, sécuritaire et notamment derrière le travail des services de renseignement dans la lutte contre le terrorisme? Merci. Oui, alors c'est une question sur peut-être pour vous, madame la juriste, sur le processus de radicalisation. Première question. Et l'autre question, c'est plus une observation d'historien. Est-ce que dans la difficulté de définir le terrorisme et
la date à laquelle on peut prendre en compte le terrorisme moderne? Est-ce que la question de l'hypermédiatisation, et je pensais notamment au SMS que vous évoquiez à Utoya, est-ce que finalement ça ne serait pas une bonne façon de délimiter la particularité du terrorisme actuel, puisqu'on vit les actes terroristes quasiment en direct, à travers notamment les messages des personnes? Merci. Donc Henri, peut-être sur le... Oui, sur la première question, vous objets. avez juste derrière vous Jérôme Truc, qui est le spécialiste des mémoriaux éphémères et qui d'ailleurs faisait partie de la table ronde à laquelle vous faites allusion, puisque j'y étais moi-même, si ma mémoire est bonne. Oui, alors ces mémoriaux éphémères, enfin, on va prendre le cas peut-être le plus connu pour nous, enfin, qui est ceux de Paris notamment, enfin ceux qui ont fait suite au 13 novembre, sont à l'heure actuelle, par des circuits divers, dont notamment le rôle des chercheurs, déposés aux archives de Paris, donc aux archives municipales, et donc appartiennent aux archives de Paris. Et nous, musée, donc nous sommes une autre institution, nous allons vraisemblablement, alors pour l'instant les choses ne sont pas arrêtées, mais faire des demandes de ce qu'on appelle des prêts ou des dépôts de longue durée. Donc, mais évidemment, alors non seulement les mémoriaux, enfin non seulement la question de la mémoire immédiate ou des mémoriaux éphémères, mais la question de la mémoire tout court, bien sûr, fait partie de notre périmètre de l'exposition permanente. Pour donner un exemple, il y a des attentats qui sont à la fois... Enfin, il y a des attentats qui, par exemple, qui n'ont pas une très grande importance, qui n'ont pas été retenus par la mémoire collective en termes historiques. Ce sont des attentats, d'ailleurs, celui auquel je fais allusion, on ne sait pas qui l'a commis, c'est l'attentat du Grand Véfour. En revanche, les victimes de cet attentat du Grand Véfour ont joué un rôle considérable dans la mémorialisation des attentats. Une des victimes principales, c'était le couple Rudetsky, Françoise Rudetsky, qui est décédée récemment. Françoise Rudetsky, enfin, pour donner une image, c'est la Klarsfeld du terrorisme. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à la suite de cet attentat, encore une fois, dont on ne sait pas qui l'a commis, donc voilà, a été un rouage essentiel dans la question de l'aide aux victimes, dans la question de la mémoire, etc. Donc voilà, donc oui, la réponse est oui. Sur la réaction de la société, pour l'instant, tout ce qui relève de la réaction institutionnelle fait bien entendu partie du projet. Alors, ce n'est pas simplement le renseignement, mais c'est, on va dire, tout le dispositif antiterroriste ou contre-terroriste qui va faire l'objet, très vraisemblablement, d'un développement particulier. Il y a bien sûr le renseignement, il y a la justice, il y a la police. Donc oui, bien sûr, c'est ça, autant que possible et en fonction des éléments qu'on aura à disposition. L'idée étant toujours aussi de montrer comment ça marche. On va exposer, par exemple, une enquête et un procès dans sa dimension matérielle. Comment travaillent les enquêteurs sur un procès pour terrorisme. Et alors, sur la radicalisation, j'ai pas de réponse, je te laisserai répondre, mais je termine sur l'hypermédialisation. Vous avez tout à fait raison. En même temps, enfin, vous avez tout à fait raison. Le premier détournement d'avion, donc par un groupe pro-palestinien, était un détournement qui avait une fonction totalement spectaculaire. Ça a été expliqué d'ailleurs par l'un de ses promoteurs, enfin, donc avec une dimension de publicité. Maintenant, la naissance même du terrorisme, l'action même terroriste, et ce qui en est un des éléments de définition, c'est précisément la spectacularisation. Les attentats anarchistes de la fin du 19e ont déjà théorisé ce qu'ils appelaient la propagande par le fait, ont déjà théorisé cette question-là. Mais vous avez raison, et ça correspond tout à fait à la période que nous avons choisie. Nous sommes dans une ère, alors évidemment, le 2001 c'est un peu plus tard, mais le mode opératoire de 2001 s'inscrit tout à fait dans la logique qui est née à la fin des années 60, avec l'idée non seulement d'une spectacularisation, mais le champ de bataille dans l'esprit du terroriste est un champ mondial. Ça n'est pas un pays. Donc c'est pour ça que vous aurez des attentats commis en France pour le compte d'une organisation palestinienne ou pour le compte d'une organisation arménienne ou je ne sais quoi. Voilà. Donc c'est ça, le caractère contemporain, il est là, du terrorisme. À la fois la spectacularisation et la mondialisation. Alors, je dis juste un petit mot sur les attentats déjoués et le service des renseignements. Ce qui est intéressant aussi en France, c'est qu'on a des procès sur les attentats déjoués. Par exemple, les bonbonnes de gaz, l'attentat n'a pas eu lieu, mais a été préparé. Il y a un procès qui va arriver dans très peu de temps. Et je pourrais en citer bien d'autres. Il y a toute une liste d'attentats déjoués qui vont
faire l'objet de procès. Et nous-mêmes, nous sommes rapprochés de la DGSE, de la DGSI, sur ces questions-là. Alors, sur la radicalisation, c'est un sujet franchement extrêmement intéressant, qui pose plein de questions, qui n'apporte pas énormément de réponses, mais qui permet d'avoir des pistes. La première chose, c'est qu'on travaille avec des magistrats de la Cour d'appel de Paris, spécialisés en matière de terrorisme, qui ont mis en place un groupe pluridisciplinaire avec toutes sortes de profils, des chercheurs, des anthropologues, des chercheurs en sciences sociales. Et leur première conclusion, ils travaillent sur des dossiers terminés et ils se demandent comment le passage à l'acte s'est fait. Il n'y a aucun profil type. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose que je pourrais vous dire, parce que moi je parle vraiment à partir d'éléments concrets que j'ai découverts aussi en étudiant les dossiers. Je viens de terminer la lecture de tout le dossier du père Hamel, de son assassinat, et on a vraiment la configuration d'une radicalisation et d'un passage à l'acte qui est totalement extraordinaire. C'est-à-dire, en quelques mois, des individus se radicalisent, notamment à la faveur d'un personnage qu'on retrouve dans tous les dossiers qui s'appelle Rachid Kassim, et qui est un des personnages qui est un recruteur, mais qui aussi incite les personnes à en fait se radicaliser, à devenir de plus en plus fondamentalistes. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur toute cette période, on retrouve vraiment des liens entre de multiples acteurs qui ont tous été à un moment donné dans des attentats. C'est-à-dire que dans le dossier qui concerne l'assassinat du père Hamel, on retrouve une des femmes qui était dans le dossier des bonbonnes de gaz qui va être bientôt jugée. On retrouve des personnages qui sont intervenus dans l'attentat qui est en train d'être jugé de l'assassinat du couple de policiers à Magnanville. Et vous comprenez que la radicalisation, elle se fait en peu de temps et elle est décuplée par les réseaux sociaux et notamment les chaînes que ces individus administrent. Dans un des protagonistes de l'assassinat du père Hamel et l'administrateur d'une chaîne, Al-Ansar Tagwit, et justement c'est comme ça qu'il peut recruter. Les deux protagonistes se sont connus que 4 jours avant de commettre l'attentat. J'espère. Sinon, on sera passé à côté d'une dimension importante. Mais qui en fait pose énormément de questions. Je n'ai pas parlé non plus d'un lieu de radicalisation qui est celui de l'administration pénitentiaire, de la prison, où le prosélytisme est très fort et où souvent on ignore un certain nombre de choses parce qu'elles ne sont pas forcément portées à la connaissance du grand public, mais on sait qu'il y a aussi, par le renseignement pénitentiaire qui s'est mis en place relativement récemment, énormément de liens qui sont établis entre un certain nombre de détenus. Voilà, je crois qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet. En tout cas, j'espère que dans ces grandes lignes, vous avez pu prendre connaissance et que vous êtes satisfait de ces premières informations. En tout cas, je vous invite évidemment à vous rendre sur le site internet du musée, où vous pouvez aussi vous manifester, écrire, prendre contact. Et vous avez déjà un certain nombre d'activités pédagogiques mises en ligne, on l'a dit, par les élèves, pour les élèves. C'est un work in progress. Et en tout cas, on peut vous dire pour l'instant que, ce qui est quand même assez rapide, on peut peut-être vous donner la date éventuelle de l'ouverture du musée, Elisabeth. Pas éventuel, et pas éventuel. C'est marqué sur le film, hein. C'est mars 2027. Voilà. Merci.